Le meurtre de Mathias Duchemin. Mathias Duchemin, 4 ans, est agressé et tué en 2006 à Moulins-en-Guilbert dans la Nièvre, entre Bourges et Chalon-sur-Saône. Au même moment, une autre affaire criminelle touchant au meurtre d'un enfant secoue le pays. Le meurtre de Madison Castel, qui disparaît le même jour du village d'Eyguières, entre Arles et Aix-en-Provence. Le corps de la fillette ne sera retrouvé que lundi dans les toilettes d'un voisin, Julien Cariot, qui pourra sortir de prison en 2024. Le meurtre du jeune Mathias est lui aussi résolu. Son auteur, Christian Beaulieu, avoue de façon partielle l'agression et le crime, sans donner de réelle explication à son geste. Il parle d'un brusque et incontrôlable passage à l'acte qui l'aurait conduit à enlever, déshabiller, agresser puis tuer Mathias, abandonnant le corps du petit garçon à 300 mètres à peine du lieu de sa disparition. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amandie et tous les mercredis soirs je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions et parfois de faits étranges. Ce soir, nous replongeons ensemble dans le meurtre du petit Mathias Duchemin. La disparition. Tous les ans, à Moulins-en-Guilbert, le maire prévoit un dîner dansant. Ce soir-là, ils sont 200 personnes environ, réunies autour d'un bon repas. Les gens discutent, mangent. Les parents de Mathias, tous les deux agriculteurs, qui apprécient leur vie à la campagne, y participent également. Les enfants ont même de quoi jouer. Car ce soir-là, il pleut, et les enfants sont mis en sécurité dans le fond de la salle des fêtes. Un petit coin leur est donc dédié. Ils peuvent jouer, crier, courir, bref, vivre leur enfance sans souci. Mathias est même venu avec son costume favori, celui du Robin des Bois. Il s'amuse bien. Pourtant, la soirée va rapidement se transformer en cauchemar pour les parents, pour tout un village, et secouera le pays tout entier pendant plusieurs semaines. Le petit garçon disparaît donc le soir du 6 mai 2006. Il était en famille, au sein d'une soirée entre agriculteurs. Ce soir-là donc, ils sont environ 200 à la fête, un peu plus en comptant l'orchestre. En quelques heures, la soirée vire au cauchemar. Un enfant de 4 ans, Mathias Duchemin n'est plus là. C'est vers 23h que l'alerte est donnée. Le père part à sa recherche. Il est introuvable. Les parents et les invités le recherchent dans les alentours. Pour eux, il n'a pas pu aller bien loin. Ils ont beau crier son nom, Mathias ne répond pas. Au départ, tout le monde pense que le petit garçon s'est juste un peu éloigné. Personne ne s'inquiète. Mais en parcourant les alentours, ils font une découverte qui ne laisse aucun doute que Mathias a été enlevé. Son chapeau est retrouvé sur le sol, de l'autre côté de la rivière. Pour son papa, Mathias ne serait jamais parti sans. L'inquiétude monte. Les gendarmes sont aussitôt appelés et entament de suite des recherches. La nuit est longue et angoissante. Les gendarmes le savent, les premières heures sont cruciales. Au fur et à mesure de leurs recherches, ils trouvent le pantalon de Mathias, son t-shirt. L'inquiétude grandit. Les heures passent, les recherches se poursuivent. Et aux premières lueurs du jour, les gendarmes découvrent le corps du petit garçon de 4 ans. La découverte du corps. Le dimanche 7 mai, très tôt dans la matinée, vers 4 heures, les pompiers venus en renfort découvrent le corps sans vie du jeune Mathias. Son corps est en position fétale. Il est caché dans un mélange de boue et de branchages au bord de la rivière, à 300 mètres de la salle des fêtes. L'enquête
débute de suite. Les premières constatations sont sans réserve. L'enfant Mathias s'est fait tuer et son meurtrier est en fuite. Mathias est nu, son corps est en partie enterré dans la rivière le Guignon. Le médecin légiste découvre que Mathias a été agressé sexuellement avant d'être étouffé et semble avoir été enterré vivant. Car pour l'expert en médecine légale, le petit garçon était encore en vie au moment d'être enterré. Sa famille est effondrée et désire que le coupable soit retrouvé. Tout le monde, ou en tout cas beaucoup, se doutent d'une chose. Le tueur, l'agresseur de Mathias, est quelqu'un du coin. Car pour traverser l'affluent de la rivière, il faut traverser un tout petit pont qu'il faut connaître pour la prendre en pleine nuit, car le lieu n'est pas éclairé. Dans le village, tout le monde soupçonne tout le monde. Une enquête compliquée commence. L'enquête. Les enquêteurs en sont aussi persuadés qu'une personne du coin s'en est prise à l'enfant. Ils demandent la liste des convives de la soirée, ainsi que des membres de l'orchestre et du personnel de salle, soit environ 230 personnes à situer dans la salle des fêtes. Il faut aussi entendre chacun d'entre eux et leur demander ce qu'ils ont fait entre 22h30 et 23h, et surtout où ils se trouvaient dans la salle des fêtes. Ils sont à la fois témoins et suspects. Un petit garçon va donner un premier indice. Il aurait vu Mathias partir avec quelqu'un, un monsieur avec un béret noir. Les gendarmes croient le petit garçon de 8 ans et demi, car d'autres enfants en parlent. Ils ont tous vu un homme au béret noir qui rôdait dans le coin, entre 22h et 22h30. Mais ils ne connaissent pas son nom, mais ils l'ont tous bien vu. D'autres enquêteurs font la liste des hommes qui ont purgé une peine de prison ou qui sont face à une simple procédure pour tout délit de nature sexuelle. Il y a en tout 700 personnes dans la région. Après avoir fait un tri, il n'en reste qu'une quinzaine. Fait assez rare, tous les hommes de plus de 15 ans sont testés, au cas où un ADN serait retrouvé sur le corps. Mais pas de chance, il n'y en a pas. L'eau a fait son office, elle a tout effacé. Puis, quelques jours plus tard, certains habitants parlent d'un homme, Christian Beaulieu, 57 ans, un marginal du village qui ne se mélange pas aux autres. Il vit dans un logement de centre-ville avec sa femme et ses enfants. Après une semaine d'investigation, Christian Beaulieu est placé en garde à vue. Il raconte sa journée du samedi 8 mai. Il serait allé aux champignons avec sa femme. Ils sont rentrés vers 19h et n'ont pas bougé de leur appartement. Sa compagne, interrogée, le confirme. Il est bien resté à la maison avec elle et leurs enfants. Christian est libéré, les gendarmes n'ont rien contre lui. Son appartement du centre-ville est fouillé, mais ils ne trouvent rien d'incriminant. Sauf des vêtements d'enfants, mais c'est normal, il a des enfants, et des photos d'enfants. Étrange si ce ne sont pas les photos des siens. Le mardi 9 mai, un des enfants déclare aux gendarmes « Moi, je ne connais pas son nom, mais je sais où il habite. » L'enfant les conduit chez Christian Beaulieu. 3 enfants vont le reconnaître formellement lors d'un tapissage. Un tapissage, c'est présenter une personne, un suspect, mélangé avec d'autres personnes, soit via des photos, soit au travers d'une glace sans teint. Les enquêteurs suspectent donc de plus en plus Christian Beaulieu. Après tout, les enfants sont suffisamment grands, assez âgés pour ne pas se tromper entre 2 personnes. Surtout s'ils sont plusieurs à avoir vu un homme étrange rôdant près de la salle des fêtes. Un suspect, un procès. Les gendarmes enquêtent sur la vie de Christian Beaulieu. Car, hormis les témoignages des enfants, ils n'ont rien. Aucune preuve, puisqu'ils n'ont pas d'ADN. Mais on en sait plus sur le passé de l'homme. Christian est tout jeune lorsqu'il est placé à la DAS,
retiré à des parents alcooliques. Il subira des violences dans sa jeunesse. Et il a pour habitude de rôder près des écoles. L'homme vit de petits boulots. Le vendredi 11 mai, il est interpellé au petit matin, jour des obsèques de Mathias. Les gendarmes veulent éviter des violences à son égard, un lynchage. En garde à vue, pour sa défense, il déclare « C'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'autre qui pète les plombs. » Mais qu'il est conscient de tout ce que l'autre fait. Il raconte. Ce soir-là, Christian Beaulieu s'approche de la salle des fêtes, car il entend de la musique. En s'approchant, il voit un petit garçon dans le noir, un peu à l'écart. Le jeune Mathias pleure. Il va donc demander ce qu'il ne va pas. Le petit garçon demande à voir ses parents. Christian lui propose d'aller voir ses parents, de le conduire là-bas. Mais au lieu de cela, il conduit Mathias à la passerelle, le déshabille, l'agresse, ou au moins tente de l'agresser. Je cite ses propres mots. « Quand j'ai vu le gamin, j'ai pété les plombs. J'ai déshabillé l'enfant, j'ai enlevé son pantalon. J'ai laissé le haut, Pour ces mots, Christian Beaulieu se rétracte face au juge. Il nie l'agression sexuelle. Très vite, l'homme a donc avoué, mais de façon partielle. Il avoue quand même l'agression et le meurtre de l'enfant de 4 ans. L'homme aura beau se rétracter devant la juge d'instruction, les gendarmes ont d'autres preuves que l'ADN. Et sa compagne revient sur ses déclarations. Christian est sorti au cours de la nuit. Il n'est pas resté avec elle dans leur appartement du centre-ville. Sa compagne est donc aussi interpellée et poursuivie pour non-dénonciation de crime, car Christian lui aurait avoué le meurtre. Une information judiciaire est ouverte contre Christian Beaulieu pour meurtre et viol sur mineur de moins de 15 ans et pour non-dénonciation de crime pour sa conjointe. Ils sont tous les deux placés en détention provisoire dès le 13 mai 2006. Le lundi 3 décembre 2007, le procès s'ouvre. Christian Beaulieu est condamné à une peine incompressible de perpétuité. Il ne pourra pas sortir de prison avant 30 ans. Il ne pourra donc pas sortir avant 2036. L'homme aura alors 87 ans. On apprendra au cours du procès que Christian Beaulieu avait déjà eu 2 procédures d'agression sexuelle sur 6 enfants entre 82 et 1998. Il est condamné à 15 jours de prison ferme et de 6 mois avec sursis pour atteinte à la pudeur, puis 3 ans, dont 8 mois avec sursis en 1989, mais je ne sais pas pour quel motif. Il avouera en garde à vue avoir agressé au moins 7 autres enfants, ce sont ses mots, au début des années 70, à Corancy, à quelques kilomètres à peine de Moulins-en-Guilbert. Il rôde près des écoles et prend des photos d'enfants, d'où les photos retrouvées à son domicile, histoire d'avoir des souvenirs selon lui. L'homme n'a reçu aucun suivi ni pris aucun traitement pour éviter tout passage à l'acte, alors qu'il était multirécidiviste. Il n'y a personne pour me retenir, je cite Christian Beaulieu. Ces 2 affaires, ces 2 meurtres d'enfants, commis le même jour, sont donc toutes 2 résolues. Les criminels ont avoué et purgent encore leur peine. Encore 1 an environ pour le meurtrier de Madison et 13 ans pour Christian Beaulieu. Un jour donc, s'ils en font la demande et si la justice le décide, ils seront libres après avoir purgé leur peine de prison. Peine de prison qui, pour la justice, est un moyen de montrer à la société la gravité d'un acte, mais pour la société, pour la morale, un acte meurtrier, en particulier lorsqu'il est commis sur un enfant, innocence personnifiée, est impardonnable. Les familles des 2 petites victimes,
Les proches de Madison et Mathias devront vivre toute leur vie avec le deuil, même si avec le temps, ce sont les bons moments passés avec leur enfant qui primera avant la douleur de la perte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actus crimes et disparitions. Passez une très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos proches et surtout, n'oubliez pas,